Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 28 janvier. Voici les titres. Comment réduire les accidents mortels sur les routes? Le ministre de l'Intérieur semble avoir un début de solution. Bernard Cazeneuve vient de présenter 26 mesures. L'objectif est de faire baisser le nombre de décès d'ici à 2020. Ils veulent du Made in France dans les rayons. Les membres de la FDSEA poursuivent leurs actions pour défendre l'agriculture française. Ce mercredi, la section porc s'est donc invitée dans certaines grandes surfaces de La Roche-sur-Yon. Ils ont à peine 6 ans et découvrent déjà le hand. À Pouzauges, le club invite les tout-petits à des séances de découverte. Mais ici, on joue en s'amusant pour développer la motricité sans contrainte. La route n'a jamais été aussi mortelle que l'an passé, vous l'avez notamment vu en Vendée. Face à cette augmentation, le ministre de l'Intérieur a présenté 26 mesures. L'objectif est évidemment de réduire le nombre de décès. Désormais notamment, l'oreillette pourrait être interdite, le taux d'alcoolémie pour les plus jeunes pourrait être abaissé. Mais toutes ces annonces ne font pas l'unanimité, notamment chez les professionnels qui passent leur journée sur leur route. Reportage d'Aurélia Horner. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Dominique, ça va? Antoine est commercial. La plupart de son temps, il le passe dans sa voiture et souvent au téléphone. Aujourd'hui, son kit main libre est son principal outil de travail. Lui en interdire l'utilisation serait particulièrement pénalisant pour lui. Ça me rallongerait d'environ 1 à 3 heures par jour, en plus. En comptant les arrêts, les téléphones et repartir. Et en plus, ça désorganiserait aussi toute la journée. Interdiction du kit main libre, interdiction de stationner près des passages piétons, réduction de l'alcoolémie légale pour les jeunes conducteurs sont quelques-unes des 26 mesures annoncées par le gouvernement. Des mesures qui ne font pas l'unanimité. Dans la société où je travaille, on travaille à la course. Donc des fois quand ils n'arrivent pas à nous envoyer l'émission, ils nous appellent et si on ne peut pas décrocher, c'est un peu embêtant, quoi. Bah écoutez, si elle contribue à faire réduire la mortalité, notamment chez les jeunes, on ne peut qu'y souscrire. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'interdictions, mais et de toute manière au niveau des morts, ça ne changera rien, il y aura toujours. Hein. Après, il y a tellement maintenant, il y a tellement de... Vous voyez mon camion, là, j'ai des radars, j'ai tout ce qu'il faut là-dessus déjà pour anti-collision et tout. Des fois c'est gênant plus qu'autre chose. Sur le plan national, en 2014, c'est 120 morts de plus sur les routes. En Vendée, le nombre de tués s'élevait quant à lui à 54 en 2014 contre 35 en 2013. D'où la nécessité pour la prévention routière de ces nouvelles mesures. Le problème de la prévention routière, le problème du nombre d'accidents est un problème qui existe depuis très longtemps, qui était en nette amélioration. Là, cette année, enfin en 2014, nous avons une augmentation du nombre de morts, donc il faut une réaction. Cette réaction, est-ce qu'elle sera suffisante? J'espère. Et j'espère qu'elle permettra en 2015 d'amener des résultats à nouveau positifs. En Vendée, l'année dernière, l'alcool et la vitesse étaient à l'origine de 38 décès. Et parmi le nombre de tués, plus de 30% étaient des jeunes de moins de 25 ans. Le chômage augmente en Vendée. Il a évolué de 0,1% entre novembre et décembre. À la fin de l'année, le département comptait donc 29 420 demandeurs d'emploi. Vous le voyez, c'est la seule augmentation de la région. Et sur un an, le taux de chômage a progressé de plus de 6% en Vendée. Et dans le même temps, la conjoncture semble moins impacter les entreprises. C'est en tout cas ce qui ressort de l'audience de rentrée du tribunal de commerce. Elle s'est déroulée ce mercredi. Ce rendez-vous est toujours l'occasion d'effectuer un point sur l'année écoulée. Le tribunal a donc enregistré moins de dossiers qu'en 2013, 546 contre 619 l'année d'avant. Il s'agissait pour la plupart de redressements judiciaires, de liquidation ou encore de plans de sauvegarde. Alors il y a moins d'affaires, mais elles sont plus importantes. En 2014, 1864 salariés ont en effet été concernés par l'un des dossiers traités. Et nous reviendrons sur tous ces chiffres plus largement dans notre édition de demain. Les agriculteurs défendent les produits français. En Vendée, ce mercredi, quelques membres de la FDSEA se sont donc rendus dans plusieurs grandes surfaces. L'occasion d'interpeller les distributeurs et de sensibiliser les consommateurs. Pierre Dalicieux a suivi l'une des opérations au rayon porc. Beaucoup moins nombreux que d'habitude, ces éleveurs de porc viennent une fois de plus vérifier sur place l'origine de la viande vendue dans cette grande surface et vont très vite trouver ce qu'ils sont venus chercher.
Regardez le logo. C'est honteux. Si c'est pas du français, qu'ils le mettent clairement, mais qu'ils essaient pas de tromper le consommateur en essayant de mettre un logo presque identique. Et le consommateur, une fois qu'il a vu, c'est bon, c'est du français, c'est du Herta, donc on y va. Leur objectif, faire pression sur l'agroalimentaire qui ne jouerait pas le jeu du Made in France par l'intermédiaire de la grande distribution qui n'a pas souhaité s'exprimer ici. Une opération également utile pour se rendre compte du manque d'information des consommateurs. Je ne savais pas que c'était pas français. Je pensais, mais maintenant on m'a montré qu'il fallait que je fasse attention à ce logo. Et c'est vraiment ça qui sera pris maintenant à la maison. Parce que j'estime qu'on a des gens qui travaillent en France et il faut... il y a tellement de malheurs en ce moment, on ferme ci, on ferme ça. Il faut quand même pas exagérer. Des opérations comme celle-ci sont récurrentes et pour les responsables départementaux de la FNSEA, elles sont surtout indispensables pour que le Made in France soit plus présent dans les étalages. Si on ne leur remet pas la pression, on sent tout de suite qu'ils se retournent vers d'autres viandes. On a fait Super U à Isnay, on a fait Leclerc aux Herbiers, on a fait Hyper U aux Herbiers, on a fait Carrefour à La Roche, Inter à La Roche. Ça porte ses fruits ? Comme je vous disais, oui, petit à petit, on sent que déjà les marques distributeurs, elles jouent tout le jeu. Donc là-dessus, ça s'est quand même beaucoup amélioré. Autrement dit, les marques des grandes surfaces qui, contrairement aux grandes marques, se fournissent de plus en plus chez les producteurs français. Les routiers poursuivent leur mouvement depuis mardi. Ils bloquent notamment les raffineries de Donge et de La Rochelle. Aujourd'hui, il s'agissait plus d'une journée de sensibilisation. Ils ont donc surtout distribué des tracts. Mais si jeudi, la négociation entre syndicats et patronat ne trouvait pas de solution, la mobilisation pourrait se durcir et les camions de livraison d'essence pourraient rapidement être totalement bloqués. Précisons que les syndicats de routiers réclament notamment une augmentation des salaires de 5%. Les grands groupes poursuivent leur implantation en Vendée. Exemple avec Veolia, le gestionnaire de l'eau. Le nouveau siège départemental s'installe sur le parc Eco 85 à La Roche-sur-Yon. Le projet a été présenté il y a quelques jours. Vous le voyez sur ces images de Marine Fumolo. Aujourd'hui, le groupe est réparti dans plusieurs communes du département. Demain, ces sites garderont une activité, mais une partie des équipes sera regroupée au siège. Cette restructuration qui maintient un site à La Roche-sur-Yon est évidemment une bonne nouvelle pour l'agglomération lyonnaise, comme nous l'explique le président d'Orion, l'agence du développement économique. Il faut que l'ensemble de l'agglomération, des 14 communes et des 15 avec La Roche-sur-Yon, puissent profiter à plein de cette volonté de créer des conditions qui soient les plus pertinentes possibles, de façon à ce que les entreprises de l'extérieur, mais aussi les entreprises existantes, puissent en même temps se développer et qu'on puisse, densifier ce territoire de La Roche-sur-Yon agglomération qui a tant d'atouts. Je rappelle qu'il est idéalement placé. Les écoles primaires de La Roche-sur-Yon poursuivent leur combat. Elles veulent réintégrer la zone d'éducation prioritaire. Ce mercredi, plusieurs blocages ont donc été organisés dans les 10 établissements concernés. Des parents ont notamment bloqué les cours une partie de la matinée. Alors pour comprendre la situation, il faut remonter en novembre dernier, où les zones d'éducation prioritaire ont été redéfinies par le gouvernement. Précisons que les établissements en éducation prioritaire bénéficient de différentes aides pour lutter contre les inégalités sociales et économiques des familles. Mais face à ce redécoupage, 10 écoles ne peuvent plus prétendre à ces aides. Les syndicats veulent donc continuer à se battre. On écoute l'un d'entre eux. On nous propose des conventions académiques de priorité éducative qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il y aura dedans, donc on est dans l'inconnu complet. Que ces conventions sont aussi synonymes de fin d'éducation prioritaire, et l'éducation prioritaire, c'est un étiquetage, mais c'est aussi une reconnaissance d'une spécificité. Et cette spécificité, nous l'avons. La seule chose que nous n'avons pas sur La Roche-sur-Yon, c'est un collège, éducation prioritaire. C'est la seule chose que nous n'avons pas. Tout le reste, nous l'avons. Donc nous nous poussons vraiment pour rester dans le paysage et bien indiquer que nous ne désarmons pas et nous continuons à nous battre pour garder cet étiquetage éducation prioritaire. Et pour comprendre, il faut savoir qu'une école primaire peut se trouver en zone d'éducation prioritaire
seulement si un collège de sa commune est également dans cette zone, ce qui n'est pas le cas à La Roche-sur-Yon. Et précisons qu'une semaine d'action est déjà prévue en février. Le 5 février, 7 écoles sur les 10 concernées resteront fermées. Et la veille, c'est un appel national à la grève qui devrait concerner plus largement le monde éducatif. Quelle école choisir? Vers quel secteur se tourner? Certains d'entre vous trouveront peut-être un début de réponse lors des différentes portes ouvertes ou à l'occasion des carrefours des métiers. Plusieurs d'entre eux seront d'ailleurs organisés à partir de jeudi et jusqu'à dimanche. Quelques exemples. Demain, ce sont les métiers de l'armée et de la défense qui seront représentés à La Roche-sur-Yon. Vendredi et samedi, un forum d'orientation sera proposé à Olonne-sur-Mer. Et samedi, l'école de management en alternance de Montaigu ouvrira ses portes au public. Depuis le début de la semaine, le monde célèbre les 70 ans de la libération du camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau, où plus d'1 million de Juifs ont été assassinés. Alors, au-delà du devoir de mémoire, cet anniversaire est aussi l'occasion de rendre hommage à toutes ces personnes qui ont accueilli des Juifs chez eux. On les appelle d'ailleurs les Justes, et c'est le cas notamment d'un village en Vendée. En 1944, de nombreux jeunes Juifs ont été hébergés à Chavagne-en-Paillé, notamment chez Marie-Élise Roger. Aujourd'hui, cette Vendéenne est décédée, mais pour nous, sa fille revient sur cette période où le jeune David faisait partie de la famille. Rencontre signée Grégoire de Châtillon. Voilà, alors cette photo, là, c'était quand David était à la maison. Donc il y avait David, un autre petit garçon que maman avait qui était de la Somme, et moi à l'époque. David, ici à gauche, est accueilli par la maman de Bernadette en janvier 1944. Il restera dans la famille jusqu'à l'été 45. Pour elle, c'était des enfants, on disait des petits Parisiens, on ne disait pas juifs. Bernadette avait alors 6 ans et demi quand David est arrivé à la maison. De ce jeune garçon, elle se rappelle d'un brillant élève très gentil avec elle. Il avait sa sœur qui était dans une autre famille, quelques maisons plus loin, dans la même rue. Alors voilà David, le jour où maman a eu sa médaille. Alors David, ma maman et moi, et maman tient son diplôme d'honneur, que voilà. Marie-Élise Roger, une juste parmi les nations, pour avoir sauvé un juif. Il a dit, grâce à vous, j'ai pu avoir une famille et tout, sinon j'aurais été tué comme mes parents. Un hommage rendu à une femme dont le mari était parti à la guerre, une femme qui a aussi pris des risques et sans le savoir. À côté de la maison, il y avait une maison qui était prise par les Allemands, qui était tout près de chez nous. Mais pour elle, non, elle ne se rendait pas compte du danger. Pour elle, c'était normal. Un diplôme et aussi une médaille remis par l'Institut Yad Vashem. Voilà ce que maman avait déclaré là, le jour où elle a eu la médaille. J'ai seulement accueilli un petit bonhomme qui venait de perdre ses parents morts en déportation, l'étoile jaune encore dans sa poche. Je l'ai aimé, je lui ai donné à manger. Si je n'avais pas fait ça, ce n'aurait pas été normal. Là, c'est quand on a été en Israël avec David, au jardin de Yad Vashem, et on a vu le nom de notre maman qui était marqué. Pour nous, ça a été quand même une émotion de l'avoir inscrite sur ce mur. Marie-Élise est décédée en 2007. Ses enfants sont toujours en contact avec le petit David, âgé aujourd'hui de 81 ans. Hier soir, quand je l'ai appelé, il me dit « Ah, ouais, ma petite sœur ». Oui, c'est vrai qu'on se téléphone pas mal et on est quand même assez proches. On voit David ici entouré de sa famille dans la région parisienne où il réside. Il est retraité de la médecine, une carrière, une vocation où lui aussi a peut-être sauvé des vies. Et comme David en 1944, plus d'une trentaine de Juifs a été sauvés grâce aux habitants de Chavagne-en-Paillé. Au chapitre sport, les basketteuses de La Roche-sur-Yon ont créé l'exploit en Coupe de France. Hier soir, les joueuses de Ligue 2 se sont imposées sur leur parquet face à Tarbes, qui évolue pourtant au plus haut niveau, une division au-dessus. Les Vendéennes poursuivent donc leur route dans la Coupe et se qualifient pour les quarts de finale. Aujourd'hui, les Rouges et Blanches sont deuxièmes de leur division et espèrent pouvoir monter en Ligue la saison prochaine.
On parle souvent des grands sportifs, mais finalement, il n'y a pas d'âge pour découvrir une activité. À Pouzauges, les tout-petits peuvent en effet découvrir le hand dès 4 ans. Alors ici, on ne parle ni d'entraînement ni de match. Il s'agit plutôt de développer la motricité tout en s'amusant. Delphine Ledu a rencontré ces sportifs en herbe. Vous allez bien? Super. Donc on se retrouve ce soir là, pour notre séance d'aventure de premier pas. Donc on est bien content de vous retrouver. Courir, passer sous un tunnel ou encore lancer. Pendant 1 heure, ces enfants âgés de 4 à 6 ans apprennent le handball en s'amusant. C'est très, très ludique, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de rires, beaucoup de jeux, des histoires. On leur en demande pas trop non plus. Quand on voit qu'ils sont fatigués, on arrête là, on propose et après eux, les enfants font vraiment comme ils veulent et pratiquent à leur souhait. Et chaque séance débute par une histoire. Les œufs de dinosaures, c'est les ballons qui sont dans le sac bleu, les ballons orange. Les aventuriers et les crocodiles, les aventuriers se baladent dans la jungle, trouvent des œufs de dinosaures qui sont des ballons et doivent les ramener au musée. Donc vraiment c'est basé sur la fabulation, l'imagination et le côté fun de ces petites histoires qu'on associe à du handball. Des jeux qui permettent aux enfants d'apprendre petit à petit les techniques du hand, maîtriser son ballon, faire des passes, éviter un défenseur, ici imaginé en crocodile, mais aussi développer le jeu collectif. Les difficultés justement c'est se repérer dans l'espace. Donc ça c'est difficile parce qu'on balise les espaces par des plots ou des bandes de couleurs qui pour nous paraissent évidentes, mais à 3 ans et demi on ne perçoit pas les choses de la même manière. Et puis après la grosse difficulté qu'on a nous, et c'est la grosse partie de notre boulot, c'est l'écoute, l'attention. On est en fin de semaine, on est vendredi soir, donc c'est parfois compliqué d'avoir l'attention de tout le monde pendant 1 heure. Et après 1 heure de jeu, c'était comment? C'est bien, c'est bien. Outre le côté sportif, le handball premier pas permet aussi de créer une dynamique dans le club. On termine ce journal avec un point sur la météo et ce jeudi 29 janvier devrait ressembler à la veille, mais en pire. Le gris sera donc accompagné de pluie et de vent, mais plus présent encore qu'hier. Et de l'orage ou même du grésil sont à craindre par endroits. Et côté température, on restera dans les normales de saison. Le point complet sur les prévisions, c'est tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.